Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Alors, nouvelle capsule. Alors, je vais essayer de faire rapidement cette capsule. Il y a un nouveau cycle dans mon attitude et dans mon engagement sur Twitter et sur YouTube depuis quelques semaines. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont noté. C'est que, en fait, il y a une photo, la photo officielle du président de la République, qui a été comme une révélation. En fait, j'avais une accumulation de choses que je ressentais, que je pensais depuis très très longtemps, et d'un seul coup, c'est comme si une pièce essentielle du puzzle m'était présentée. Et en fait, toutes les autres pièces qui m'avaient été montrées jusque-là devenaient anecdotiques par rapport à l'importance de cette photo officielle. Et tous les détails, jusqu'au ciel nuageux, l'heure sur la pendule arrêtée, le titre des livres, l'organisation des images, celui qui est ouvert, ceux qui sont fermés, ce que signifie le titre des livres, etc. D'où j'ai fait deux capsules en fait qui détaillent ça. Mais d'un seul coup, évidemment, quand on fait ce travail, il y a beaucoup de choses du passé qui ressortent. Il y a beaucoup de choses depuis cette photo officielle qui, je rappelle, est une photo qui date de 2017. Et il y a eu un tweet avec une petite vidéo de Sibeth, qui était à l'époque la chargée de la communication de l'Élysée, donc porte-parole, et qui avait bien montré que le président était seul à mettre au point cette photo, qu'il savait ce qu'il voulait faire, de cet encrier très particulier, encrier avec trois en or, vraisemblablement en plaqué or, avec dessus un coq empalé sur un clocher et trois petits gobelets pour encre, un peu comme des grâles. Donc il y avait les images du passé, les images depuis, et évidemment toute cette accumulation d'images du présent, et surtout cette image qui revient sans cesse dans mon esprit, c'est l'image de Notre-Dame de Paris en feu. Du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé, mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout, il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. Avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Notre-Dame de Paris en feu, et ça c'est un omen, donc un présage extrêmement négatif. Quand on a en tête tous les mots de l'architecte en chef des monuments historiques qui s'était occupé justement du système de sécurité anti-incendie de Notre-Dame et qui insistait pour dire que c'était complètement improbable. Et d'ailleurs, tous ceux d'entre vous qui font de temps en temps des feux et qui ont essayé de mettre des morceaux de chêne de grosse taille
c'est long à prendre feu, c'est très très long, ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite beaucoup de petits bois ou ça nécessite des choses pour accélérer le feu. Donc ils ont essayé d'expliquer plein de pistes, il n'y a jamais eu de résultat officiel d'une enquête. Vous imaginez un incendie à Notre-Dame et on se fiche de comprendre des années après ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Notre-Dame revient régulièrement sur le devant de la scène, puisque un des héros de Annecy a demandé s'il pouvait venir, dans le cadre de sa visite, participer à l'inauguration de Notre-Dame. J'avais trouvé d'ailleurs la formule étonnante, puisque Notre-Dame ne sera pas inaugurée, elle sera réouverte. Donc ce sera pour la réouverture de Notre-Dame. Également plein de signes nets dans le passé, et d'ailleurs c'est terrible d'imaginer que quelqu'un qui croit aussi peu et qui déteste autant la chrétienté, puisque depuis qu'il est au pouvoir et même maintenant, il n'a jamais souhaité de joyeux Noël, il n'a jamais souhaité de joyeuse Pâques, il n'a jamais souhaité ni formellement ni informellement aucune fête religieuse. En revanche, il est bien allé sur le Mont Saint-Michel pour les 1000 ans du Mont Saint-Michel. Et d'ailleurs, ça a permis de faire une séance photo de sa compagne, donc de la seconde membre du couple Macron. Et cette photo qui a fait la couverture de Gala. Donc un numéro d'ailleurs spécial homme, dont la partenaire d'Emmanuel Macron était en couverture, comme une espèce de provocation ou une déclaration de guerre par le propriétaire du groupe qui possède également Paris Match, qui est un groupe qui appartient à Bolloré. Donc c'était très surprenant, beaucoup de gens évoquent Mimi Marchand, etc. Aussi des paroles, la bête de l'événement est là. D'autres paroles lui passaient, Sarkozy, rien ne pourra arrêter ce qui arrive. Et Mitterrand, avec tous ses présages, le discours de sa messe d'enterrement par le cardinal Lustiger, mais également tous les signes, les plaques d'immatriculation de voitures avec que des 6, et un peu plus tard, le lendemain d'avoir été au Liban pour aller voir les victimes de l'explosion terrible qui avait eu lieu dans le port de Beyrouth. Le président Macron chevauchait à Toulon, donc d'une certaine manière, comme le soulignait le Time Magazine, au large de Beyrouth. Alors c'est le très large de Beyrouth, mais loin du deuil qu'il témoignait ou qu'il essayait de témoigner la veille, il chevauchait un scooter des mers également immatriculé 666. Donc tout ça, ça peut paraître surréaliste, et ça me serait paru surréaliste pendant très très longtemps si je ne m'étais pas retrouvé, comme je le disais en introduction, confronté à cette image, ce portrait officiel, et portrait officiel très particulier parce qu'il est partout. Allez voir dans les salles de fête de beaucoup d'écoles de France, il y a la photo du président dans les hôpitaux de la PHP, dans les bureaux de poste, plus ou moins imposé dans les mairies, alors que c'est une photo officielle dans laquelle le drapeau européen est à égalité. Alors que tous les présidents qui avaient mis un drapeau européen sur leur photo, comme Sarkozy, le drapeau pouvait disparaître en changeant un peu le cadrage, mais de toute façon il était plutôt à l'extérieur de la photo, donc sur le côté gauche quand nous on regarde la photo, et ou alors c'était des photos en jardin et triomphant au-dessus de l'Élysée uniquement le drapeau français, donc pas les deux drapeaux au-dessus de l'Élysée. Et
et donc on voyait bien que c'était un portrait officiel d'un président français et pas d'un président français, mais qui finalement n'aime pas tellement le drapeau français et préfère mettre en avant le drapeau européen. Comme il l'avait fait au-dessus de la tombe du soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe, où pour la première fois avait flotté le drapeau européen seul en haut des Champs-Élysées. Anecdote, Élysée, c'est un mot qui dans les mythologies grecques et romaines était lié aux enfers. Donc c'est très étonnant d'ailleurs de se dire que les présidents français ont choisi comme nom pour leur maison l'Élysée. Donc ça ne manque pas de saveur, comme on dirait. D'ailleurs, le prénom d'Emmanuel Macron, dont la fête, la Saint-Emmanuel, c'est le 25 décembre, mais qui est quelqu'un qui vient d'Amiens, sachant que dans tous les films sur l'Antéchrist, Damien, c'est le prénom de l'Antéchrist, et c'est Omen d'ailleurs, le titre du film Damien, ce film des années 70 qui a effrayé tous les gens qui ont eu l'occasion de voir le premier et la trilogie. Et ben, Omen, ça renvoie à Nemo, puisque Omen, Nemo en inversé, qui est le chien griffon du couple présidentiel. Alors, c'est tout à fait étonnant cette histoire de ce chien griffon. Également, je dis en quelques mots, mais il a été trouvé dans une SPA et Brigitte Macron avait annoncé avant l'été, donc en 2017, que le couple présidentiel, en revenant de vacances, prendrait pour l'Élysée un chien. Et comme par hasard, quelques jours avant leur venue, a été déposé à la SPA un chien qui correspondait parfaitement au profil, et c'était même un griffon. Et donc le griffon, c'est un animal fantastique. J'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs, que le dernier Astérix, ou un des derniers, s'appelle Astérix et le griffon. Donc je feuilleterai pour voir quelles sont les caractéristiques de ce griffon, qu'est-ce qu'il a à voir en Gaule et qu'est-ce qu'il a à voir contre ce village d'irréductibles gaulois. La date de naissance, 21 décembre, j'ai évoqué, donc solstice d'hiver. C'est une date où chaque année Saturne est dans l'axe, entre guillemets, par rapport à la Terre. Et le 21 décembre 2020, quand il y a eu cette semaine d'isolement pour cause de cas contacts au Covid, le président s'était isolé à la lanterne. Et je me posais plein de questions sur la lanterne, donc j'avais sollicité les internautes, et quelqu'un m'a dit que il s'était passé quelque chose de très spécial au milieu de cette période, et juste le 21 décembre, ce qui est quand même assez fascinant, à la lanterne, qui est un endroit très particulier, qui a une histoire longue, qui a une histoire étonnante pour un endroit également, donc le nom de l'Élysée, le nom de la lanterne, tout ce qui a pu s'y passer depuis très longtemps, avant que ça devienne la bâtisse que ça n'est aujourd'hui, qui est une très grande bâtisse, la lanterne, mais ça a été une fermette, ça a été un endroit où il se passait des choses, etc. J'avais fait dans un tweet une référence à Angélique Marquise des Anges et des Messes Noires. Donc c'est intéressant de regarder ça, mais surtout donc 21 décembre, un alignement de Jupiter, Saturne, la Terre, le Soleil, et en plus dans cet alignement, on avait également la Lune. Donc on avait trois planètes très particulières qui étaient face à la France la nuit, quasiment à minuit, donc le Soleil derrière, la Terre, Jupiter et Saturne,
sachant que ce sont deux planètes particulières, surtout Saturne, j'ai pas besoin de vous dire, Saturnale, c'est très lié à des ambiances, voilà. Donc c'était une date importante, et certaines personnes évoquent le fait qu'il pourrait y avoir eu des événements particuliers dans la lanterne pendant cette semaine-là, une espèce de sacre, un sacre, et beaucoup de gens disent un sacre d'un antéchrist en fait. Qui est-il? C'est très étonnant puisque, comme je montrais en regardant la photo officielle, le portrait présidentiel, mais également une photo extrêmement troublante, puisque quelques mois après avoir fait la photo présidentielle, il y a eu également un jeu lors de cette grande intervention télévisée devant plus de 18 millions de personnes. C'était le plus grand succès. Puis il venait d'être élu président un peu plus que 100 jours, ou à peu près 100 jours, donc grosse émission télévisée, et le tableau qui a beaucoup défrayé la chronique de Shepard Fairey, le fameux Liberté, Liberté, Égalité, Fraternité, mais sans accent. C'est déjà assez particulier. Est-ce que c'est les mêmes mots, hein, Liberté, Égalité, Fraternité, c'est pas du tout pareil, mais surtout en fait par rapport à la version originale de ce tableau, au centre, au lieu d'avoir le visage obé, mais vous regarderez hein, sur internet, il y a deux versions, la version avec une trinité et il y a une autre version avec une fleur de lotus qui encadre obé, et cette fleur de lotus a une particularité, c'est que ce sont 3 rangs de 6 pétales. Six autour d'obé, donc ce serait un obé au sens obéi, hein, c'est un des symboles qu'utilise Shepard Fairey, mais lui, pour contrer le mal, pour dire attention, ne tombons pas dans cette société 1984, cette société dystopique qui nous manipule, etc. Là, en fait, c'est une version particulière de ce Liberté, qui est avec 3-6. Donc c'est ce qui symboliserait plutôt obéi au diable. Et d'ailleurs, toutes les photos s'étaient concentrées là-dessus, mais sans aller jusqu'à regarder le nombre de pétales, mais voir aussi que c'était une version différente. Donc ça, c'est un petit plus que j'ajoute, et j'ai eu l'occasion souvent de rencontrer Shepard Fairey, et j'avais posé la question. Donc il existe bien 2 versions, et c'est celle-là qui a été choisie, pas celle avec le triptyque catholique, mais avec les 3-6, les 3 rangs de pétales. Mais beaucoup plus troublant en fait sur la photo, un tapis de Claude Lévesque. Alors vous regarderez la page Wikipédia de cet artiste extrêmement controversé. Et quand je dis controversé, on peut se demander si c'était pas un ami où il n'a pas rencontré à maintes reprises Epstein, ou des relations d'Epstein, compte tenu. Dans Wikipédia et toutes les pages de journaux dont il a été question, mais un tapis de lui, et ce tapis s'appelle Soleil Noir. Donc quand on sait que Soleil Noir, c'était un emblème qui était utilisé par un groupe très particulier de SS, qui étaient des SS qui se réunissaient souvent dans des châteaux de Bavière, et qui avaient des recherches et des comportements très ésotériques sur des sciences occultes, etc. Donc mettre ce tableau qui s'appelle Soleil Noir au sol, c'est très bizarre, mais c'est encore plus bizarre quand on sait que le tableau, et il symbolise un lustre qui est donc dessiné sur le tapis. Et donc en fait on marche sur un tapis comme si on marchait sur un plafond, puisqu'en fait le tapis c'est comme une photo depuis le sol d'un plafond avec un lustre. Et donc c'est comme si c'était le monde à l'envers. Donc
celui qui a choisi de mettre ce tableau, ce tapis-là, est vraiment dans l'inversion. Donc le monde à l'envers, etc. Et si vous étiez amusé, la photo, le portrait officiel, si vous l'inversez, si vous le retournez, vous verrez, c'est pas du tout ce qu'on imagine, et la photo, surtout en noir et blanc, prend beaucoup plus de sens. Donc cette photo très particulière qui m'ouvre les yeux sur plein de choses et qui me fait véritablement m'engager fortement pour essayer de partager ça avec vous, pour essayer de vous convaincre qu'il y a quelque chose de très très spécial qui se passe en France, à l'Élysée, au sommet du pouvoir. Et on voit également une ambiance internationale, surtout en Occident, qui est particulièrement troublante. C'est-à-dire qu'à la tête de tous les États, on a des gens faibles. Donc les présidents donnent une image assez ingrate finalement de ce que peut être un président. J'ai pas besoin de vous parler du président des États-Unis, hein. Joe Biden qui parfois on se demande s'il fait pas exprès de multiplier entre guillemets les bévues, les chutes, les erreurs de langage. Il y a quasiment pas un jour où il en fait pas. Hier, il était interrogé pour évoquer les conséquences du putsch, enfin de la tentative de putsch de Prigojine et un nombre assez limité finalement des cadres et des soldats de Wagner. Et il disait mais Poutine de toute façon va perdre la guerre d'Irak, et au lieu de parler d'Ukraine ou du Donbass. Et surtout, il soulignait le fait qu'il y avait plus de 60 pays qui étaient unis derrière les États-Unis et aux côtés de l'Ukraine pour soutenir le régime de Kiev. Et donc la star, l'ex-star du piano nu et des danses en tenue de cuir, Volodymyr Zelensky. Alors Volodymyr Zelensky, semble-t-il, qui est de plus en plus en tension avec un certain nombre de personnes en Ukraine, dont le maire de Kiev, Klitschko. Mais bon, la popularité de Zelensky, d'après les sondages, reste très très haute, ce qui n'est pas le cas de Klitschko, donc a priori les choses devraient se régler en faveur de Zelensky, mais on ne sait jamais. Un nouveau calcul des soutiens de Zelensky, un siège éjectable ou autre, tout est absolument possible, sachant que c'est pas du côté des Russes qu'il faut chercher le danger ou quoi que ce soit pour la vie. C'est comme d'habitude pour les gens qui sont soutenus dans des guerres comme l'Irak contre l'Iran. Quelques années après, vous passez l'arme à gauche. Et on sait tous ces ex-tyrans devenus nos meilleurs amis et puis qui redeviennent tyrans quand ils essayent de bien s'occuper de leur peuple. On sait comment ça se passe, que ce soit pour leurs ressources naturelles ou pour leur monnaie. Il y a un vrai trouble sur les chefs d'État, donc en Occident, hein, le chef d'État anglais, Sunak, qui n'est pas quelqu'un qui est élu, qui est arrivé à la suite de défaites successives de premiers ministres qui étaient plus charismatiques et qui étaient plus leaders, mais qui ont été un par un sur des sièges éjectables, comme si tout ça s'était fait pour préparer le chemin à ce chef d'État qui a l'air tout à fait compatible à obéir de façon parfaite à toutes les injonctions et à toutes les ordres
qui viendraient soit de Davos, hein, soit de l'OTAN, soit même de ce nouveau chef, comme on l'a vu dans les images du G7 à Hiroshima, qui est Emmanuel Macron, qui a l'air de prendre véritablement un ascendant sur ces chefs très faibles. Idem en Allemagne, hein, Scholz qui a même pas su taper du poing sur la table après Nord Stream, alors qu'on voit qu'aujourd'hui la situation de l'Allemagne est des plus catastrophiques en Europe, le pays est en récession, le pays a une forte inflation, et surtout les investissements en fait ne viennent plus massivement en Allemagne, qui était un pays dans lequel beaucoup de groupes investissaient, puisque c'était véritablement le leader et la locomotive de l'Europe. Là, il y a un déficit, c'est-à-dire que tout l'argent d'Allemagne, tous les investissements d'Allemagne, des sociétés allemandes, etc., partent, et une grande partie part aux États-Unis, alors qu'il n'y a pas d'investissement qui arrive. En 2022, il y a eu un déficit, asseyez-vous bien, de 132 milliards d'euros d'investissement. C'est-à-dire que les capitaux allemands, pour être investis dans d'autres pays, sont sortis de 132 milliards de plus que les capitaux qui sont rentrés en Allemagne. Alors pour comparer, ce serait comme un déficit de natalité. C'est-à-dire ça va avoir des conséquences dans 2-3 ans très fortes sur l'économie allemande. Donc on sent qu'on est dans un cycle vraiment très négatif et qui ne peut que s'accélérer. On a donc des décisions qui sont prises par tous ces gens-là qui sont totalement irrationnelles, démentes, que ce soit pendant la pandémie, que ce soit sur le climat, et également dans le cadre de la lutte et de l'envie finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de changer le pouvoir en place en Russie, puisque c'est dit et répété par l'ensemble des acteurs importants aux États-Unis, et qui vont jusqu'à dire que apprendre que des Russes morts, c'est le meilleur argent que les Américains n'aient jamais dépensé en Europe. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are down. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. Donc c'est pour vous dire jusqu'où va le cynisme. Alors comme c'est une image qui a fait le tour du monde et qui a fait réagir les Russes en disant qu'une enquête commençait à l'encontre de Lindsey Graham, le sénateur qui a proféré ces paroles, les services du sénateur ont essayé de dire qu'il y avait une confusion, que c'est pas exactement ce qu'il avait dit, etc. Finalement la vidéo entière est sortie et il n'y avait aucun doute. Mais c'est toujours cette manière, comme pour Nord Stream. Il y a eu les enquêtes de ces Moonhersh, de toutes les enquêtes, et la logique qui dit c'est les Américains, hein, y compris ce SMS d'un ex-ministre et député polonais disant « Thank you American ». Et évidemment, ils ne veulent pas reconnaître, donc ils essayent de trouver en permanence des pistes pour essayer de les dédouaner ou faire en sorte que cette affaire s'étouffe, comme celle du pont de Kerch, comme celle des attentats contre le Kremlin, et comme ils espèrent, celle du putsch raté et extrêmement raté de Prigojine. Alors j'insiste, hein, je l'ai dit et je le redirai un peu plus tard, mais je ne pense pas, et je suis même certain, que Poutine n'était pas acteur avec Prigojine de ce coup-là, pour plein de raisons que je détaillerai un petit peu plus tard dans cette conversation. Également, je tiens à souligner que les organisations internationales ont un extrêmement mauvais rôle. D'abord, l'OMS, qui veut profiter de la crise et de la pandémie récente et des précédentes pour dire il faut unir les efforts de tous les pays du monde, il faut unir les efforts pour répartir plus justement les vaccins, les solutions, etc., pour sauver les peuples en cas de pandémie grave. Donc il faudrait que un seul organisme, pourquoi pas l'OMS, et en l'occurrence l'OMS, gère entre guillemets les politiques sanitaires des pays en cas de pandémie. Et donc reçoivent une partie du PNB et du budget santé des pays pour tenir ce rôle. Alors il faut savoir que déjà beaucoup de pays, la France pour souligner, ont annoncé qu'elles allaient évidemment accepter ça
et que ça ne poserait aucun problème. Les États-Unis, ça risque d'être plus dur compte tenu de leur constitution et de la Cour suprême. Il n'est pas évident que la Cour suprême acceptera ça après cette expérience, mais on sait que le président Biden veut et donc fera tout pour parvenir à ses fins, enfin le président Biden, ou en tout cas ceux qui décident à ses côtés. On sait déjà que la Russie est en train de regarder comment sortir de l'OMS, et d'une façon générale sortir de beaucoup d'organisations internationales, quand on sait que la CPI, par exemple, la Cour pénale internationale, a envoyé un mandat d'arrêt contre le président Poutine, on comprend qu'ils aient envie de sortir de ces organisations internationales contrôlées complètement par l'Occident, et en particulier le FMI qui vient à l'aide de pays dans lesquels il y a eu des dévaluations, il y a eu des conseils absolument scandaleux pour leur politique agricole, monoculture, etc. J'ai déjà évoqué ça plusieurs fois dans des capsules, et qui se retrouvent en concurrence les uns les autres, qui n'ont plus une agriculture dans le pays qui est suffisante pour leurs habitants. Et donc, dès qu'il y a une crise internationale sur leur monoculture, ou un problème climatique quelconque ou autre, ils ne reçoivent plus d'argent, du cacao, du café, des avocats ou autres papayes. Et en revanche, ce dont ils ont besoin, le blé, le maïs, etc., coûte plus cher, plus difficile à faire venir, parce qu'on est à la veille, vraisemblablement, de gros problèmes alimentaires, malgré la tentative permanente des Russes de permettre, en fait, au blé et aux engrais d'aller vers les pays pauvres. Ce n'est pas ce qui se passe, et ça a été souligné, répété, que ce soit par les Turcs ou par les Russes, et évidemment par les pays africains qui ne voient rien arriver. Donc cette nourriture est détournée pour aller vers l'Occident principalement, mais pas que. Et étonnamment d'ailleurs, l'Occident aime bien et raffole de ce qui est dans le chargement des bateaux russes, qui sont moins OGN, moins d'engrais dangereux, etc. Puisqu'on a appris au cours des derniers mois que manifestement l'agriculture ukrainienne disons qu'elle était très généreuse en produits qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour la santé humaine. Donc là, c'est très riche que je dis, mais vraiment j'insiste là-dessus. Ces organisations internationales, elles arrivent dans les pays, elles leur donnent des conseils, elles leur donnent des prêts. Ces prêts sont sujets à l'obligation d'utiliser des sociétés occidentales pour mettre en œuvre en fait les recommandations qui ont été validées par les pays et le FMI, et qui justifient les financements, ce qui fait qu'en fait c'est un espèce de cercle vicieux où les pays achètent des choses dont ils n'ont pas forcément besoin, ils les payent à des prix très nettement supérieurs à ce qu'ils devraient payer, puisque c'est des boîtes occidentales avec des salariés extrêmement bien payés, beaucoup plus payés, 10, 20, 100 fois plus payés que les locaux, mais surtout ça empêche les pays en question de créer en leur sein des grandes sociétés de travaux publics qui pourraient à terme développer le secteur par eux-mêmes dans les pays. Au contraire, il y a toujours ce que j'appellerais un colonialisme 2.0. Donc en apparence, il n'y a plus de colonialisme, mais c'est pire en fait. C'est un colonialisme économique, et dans lequel vous pouvez tordre le ventre, tordre les âmes et tordre les vies des habitants beaucoup plus, et puis également il y a des moyens de corruption incroyables. On a vu lors du scandale de FTX comment les monnaies virtuelles et ces banques un petit peu avec pignon sur rue avaient pu servir à faire circuler l'argent. Et d'ailleurs tellement bien, tellement efficacement, sans doute avec tellement de dossiers, que quand le scandale a éclaté, il a fallu beaucoup d'argent pour arrêter Sam Bankman-Fried, le patron de la boîte, et il n'y a pas eu énormément de zèle pour essayer de récupérer les documents et les dossiers, donc laissant beaucoup de temps pour que tout ça disparaisse. Donc quand on voit le zèle qu'il peut y avoir de temps en temps contre les ennemis du système, et on voit bien contre ceux que le système
craintes parce qu'ils ont des dossiers ou ceux que le système veut protéger pour X ou Y raison, parce que là, en l'occurrence, il y a peut-être toute une famille, il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup d'éléments, d'avocats, qui ont de quoi faire tomber peut-être pas mal de gouvernements. On ne fait rien. Donc, on voit toutes les affaires contre l'ex-président Trump ou les affaires qu'avait subi François Fillon pour des costumes et finalement des sommes assez ridicules et la célérité de la justice, alors que dans des dossiers Alstom, McKinsey, l'affaire Benalla, maintenant les scandales des vaccins. L'affaire Benalla, maintenant les scandales des vaccins, des achats, etc. Tout ça passe, mais vraiment sans aucune difficulté. Excusez-moi, les comptes de campagne, tout. On se dit, mais justice à deux vitesses, pourquoi? Et c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier. Donc on a un système qui est gangréné, un système qui fonctionne véritablement comme une mafia, et donc pour ça il y a des groupes gigantesques, des groupes financiers énormes qui sont plus puissants que des États, qui contrôlent toutes les boîtes, et donc qui contrôlent les investissements publicitaires, qui contrôlent les médias. Alors parfois ce sont aussi des simples individus qui contrôlent ces boîtes-là, et donc qui contrôlent ce qu'on a le droit de dire et d'entendre à la télé, parce qu'évidemment si une télé prenait le loisir de dire des choses qu'il ne faut pas dire ou pas entendre, cette télé recevrait beaucoup moins d'argent, voire perdrait ses licences, puisqu'elle sortirait de la doxa et elle sortirait d'accords souvent signés indépendamment des lois entre des chaînes de télé. On avait vu, grâce à Elon Musk, pour Twitter, qu'il y avait un accord quasiment secret qui avait été signé entre les principaux réseaux sociaux mondiaux et l'Europe pour faire une censure qui était 10 fois plus sévère que la loi. C'est-à-dire que les boîtes avaient pris sur elles de créer un contrat avec les commissaires de l'Union européenne, sans passer par le Parlement européen, sans passer par les parlements nationaux, et qui s'imposaient aux réseaux sociaux dans toute l'Europe. Enfin, vous imaginez cette manière mafieuse de censurer, de faire taire les gens, mais quelque part de façon légale, puisque les réseaux sociaux qui sont souvent basés aux États-Unis, donc le premier amendement reste quelque chose d'hyper important. La liberté de parole, c'est quelque chose auquel les Américains croient et pour lesquels ils se battent, comme le deuxième amendement, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des armes pour lutter contre un gouvernement qui voudrait abîmer le premier amendement. C'est ça les deux premiers articles de la Constitution américaine. Vous imaginez à quel point c'est bafoué chez nous. Le premier amendement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a eu l'exemple avec RT, mais là on a l'exemple, puisque le 18 juin, il y a eu une demande de session extraordinaire de l'Assemblée nationale française, et dont un des sujets, c'est de légiférer sur justement la censure sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc tout ça en amont des nouvelles normes européennes. Donc on est véritablement dans une guerre pour que le mensonge soit seul face à une vérité qui n'aura plus ni les télés, ni les grands journaux, ni les réseaux sociaux pour s'exprimer. Donc particulièrement effrayant toute cette action entre guillemets pour essayer de détruire la liberté de parole et quelque part la liberté de penser. Donc vraiment rentrer dans un espèce de 1984 mais avec l'idée que ce ne soit qu'une étape vers un transhumanisme, vers ce qu'ils appellent le Great Reset. Tout ça c'est écrit avec une logique sous-jacente d'eugénisme, mais peut-être même de remplacement total de l'humanité plus ou moins rapidement enfin d'une très très grande partie de l'humanité par la machine.
go not too much further with the view that law enforcement, particularly the FBI, the Department of Justice, runs a two-tiered system of justice. Donc évidemment, ce plan n'a aucune chance d'aboutir, parce que nous sommes de plus en plus nombreux partout dans le monde à nous battre déjà avec nos mots et avec notre volonté de partager nos analyses, de partager nos réflexions avec le plus grand nombre, et en fait de vous armer pour que vous soyez capables autour de vous de faire la même démarche. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là s'accélèrent grandement. Ça s'est accéléré évidemment avec la pandémie, donc je vous expliquais les tentatives de l'OMS, la taille aussi des laboratoires pharmaceutiques qui ont gagné tellement d'argent qu'aujourd'hui ils peuvent acheter beaucoup de choses, ils peuvent acheter des cabinets de lobbying, des cabinets d'avocats incroyables, mais aussi des tas d'acteurs dans le domaine médical et dans le domaine de la miniaturisation médicale. Mais quand on lit le livre de Kennedy, quand on regarde toutes les enquêtes, quand on regarde tout ce qui est fait, on sait maintenant que c'était une guerre. C'était un outil de guerre qui était géré par la NSA et le Pentagone depuis le début. Et tout ça sans que ce soit affiché pour le président américain. Et le rôle des biolabs partout dans le monde. Il n'y a pas que Wuhan comme biolab. Il y a eu des dizaines de biolabs qui ont été découverts et les Russes continuent les enquêtes. Pourquoi ils travaillaient sur telle pathologie? Pourquoi ils travaillaient sur les moustiques? Pourquoi ils travaillaient pour libérer les moustiques? Avec des drones, avec des avions, etc. autour de certaines zones russes avec semble-t-il, des maladies, mais génétiquement modifiées pour n'attaquer que certaines ethnies. Peut-être se focaliser sur les Slaves ou sur les Chinois ou autres. Alors, ça ressemble à un film. Et d'ailleurs, le dernier James Bond qui devait sortir pendant la pandémie ne parle que de ça. Mais ce sont des technologies qui existent. Et elles existent bien au-delà de ça. Quand on sait qu'on est capable aujourd'hui de faire des microprocesseurs, des puces informatiques de quelques microns, et que vous savez que le micron c'est 1 mètre divisé par 1 milliard, ça vous donne l'idée du niveau de miniaturisation qui est possible et qui peut être injecté sans même que vous en ayez conscience. Parce que c'est comme toujours en fait. On vous montre ces idées de puces assez grosses qui seraient mises dans votre main ou autre, et puis ça a l'air de faire quasiment 1 centimètre. Alors vous dites, bah, avant d'accepter qu'on me mette ça, je vais pas me laisser faire. Et puis en réalité, tout ça est miniaturisé. C'est tellement délirant, entre guillemets, ces choses, que même avec des bons microscopes, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. Il faut vraiment des microscopes particuliers, et en plus, il faut savoir où on cherche. Parce que quand vous avez ce genre de choses qui est inséré en vous, c'est pas en faisant une culture de pétri dans un laboratoire que vous allez multiplier, entre guillemets, les processeurs, comme vous pourriez multiplier des bactéries, des champignons ou des virus.
Non, vous allez rien multiplier. Donc, si vous savez pas où chercher, comment attirer, etc., eh ben, celui qui sait pas ce qu'il cherche risque de mettre du temps pour y arriver. Et je crois que nous-mêmes, on va mettre du temps pour découvrir tout ce qui pouvait se passer dans ces usines, puisque maintenant, on sait qu'absolument tout est possible. Et entre autres, qu'est-ce que c'était que le PCR? Je l'ai évoqué plusieurs fois. En discutant avec beaucoup de monde, qu'est-ce que c'était? Pourquoi, alors qu'un gramme de salive, une goutte de salive pouvait contaminer un village, un bateau entier, il fallait aller chercher à cet endroit si profondément quelque chose, et ensuite que seulement certains types de laboratoires habilités de la même manière partout dans le monde, parce que ces PCR devaient être utilisés pour du transport aérien, etc. Donc il fallait... Enfin, c'est délire. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de gravissime. Mais je crois que c'est quelque chose également qui est extrêmement important, parce que ce serait le moyen, au niveau de l'ONU, et c'est ce que demandent d'ailleurs les Chinois et les Russes et quelques autres pays, d'avoir une enquête officielle de l'ONU. Parce que si cette enquête officielle aboutissait à une culpabilité d'État, etc., il serait possible de déférer devant la justice internationale des gens comme Fauci, des gens comme Biden, des chefs d'entreprise, etc., véritablement pour crimes contre l'humanité. Et malheureusement, la France, les États-Unis, l'Angleterre refusent cette enquête indépendante. Et ce serait important de savoir pourquoi la France refuse ça. Alors évidemment, on a tous vu les images de l'Institut de Wuhan qui a été inauguré par des Français, dans lequel il y a des capitaux français, des capitaux américains qui étaient investis, et donc le rôle qu'a pu jouer, mais un petit rôle à mon avis, pas du tout un très grand rôle, et on est très loin de connaître toute la vérité sur cette affaire. Donc grâce à Simon Hersh dont je parlais tout à l'heure, on commence à savoir un peu plus ce qui s'est passé avec Nord Stream. Si les personnes qui connaissaient un peu avaient une idée précise, mais c'est plus les détails de la chaîne de commandement, etc. Ça, à moins d'avoir des indiscrétions, difficile de le savoir, mais ce sera pareil, hein, j'espère, un jour qu'on y verra clair sur le coronavirus et qu'il ne se passera rien entre-temps pour nous faire oublier. Alors tout à l'heure, j'évoquais les moustiques. Il faut savoir que Bill Gates est la personne au monde qui investit le plus dans des moustiques, qu'il en a largué des millions, des dizaines et des centaines de millions, soi-disant pour tuer les moustiques, parce que, je ne vais pas vous expliquer la théorie, mais c'est des moustiques avec des gènes particuliers qui sont censés détruire d'autres moustiques plus ou moins dangereux en les fécondant. Mais bizarrement, la malaria qui avait disparu depuis 20 ans de Floride et du Texas est réapparue. C'est-à-dire qu'en fait, il a largué des millions de moustiques et il en fabrique des centaines de millions. Et c'est pas pour nous les faire manger. Hein. Ça, j'y viendrai après, hein, les insectes à manger. Mais là, les moustiques, c'est pas pour nous les faire manger. Donc, ces personnes font des moustiques, les larguent dans la nature, ce sont des moustiques biogéniques. Ce sont donc des armes
selon la manière avec laquelle on va au bout de la logique de les transformer. Donc on met dans la chaîne alimentaire, parce qu'ils sont aussi mangés par des oiseaux, ils font l'amour entre guillemets avec d'autres moustiques, en tout cas ils font des bébés, ils font des progénitures, tout ça est libéré dans la nature, on se prend pour des dieux, Bill Gates se prend pour un dieu. Est-ce une coïncidence ou pas? Je pense que c'est pas une coïncidence qui est en train de se passer aux États-Unis. On ne sait pas encore la maladie, la nature des maladies, mais il évoquait malaria, fièvre jaune, etc. En fait, c'est gravissime. Donc c'est gravissime ce qui se passe, comme pour l'incorporation des insectes dans notre alimentation. Donc toutes ces choses-là s'accélèrent. On a une énorme perte des valeurs, on a une perte du bon sens, on a des gens qui se prennent pour des dieux, et à tel point qu'en fait ils pensent pouvoir changer le genre des êtres humains. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est quelque chose d'important en fait. C'est que la nature, évidemment, elle s'est peut-être trompée, et ça arrive. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se sent vraiment femme et qui est dans le corps d'un homme, et c'est des choses qui sont très très exceptionnelles. Mais aujourd'hui, il y a un prosélytisme qui est tellement fort dans ce domaine, tellement fort, qui s'adresse aux enfants, à l'école, avec des cours d'éducation sexuelle de plus en plus jeunes. On se demande pourquoi dès 4 ans, on doit expliquer fellation, sodomie, etc. à des enfants. Enfin, c'est des trucs inimaginables. Et ben voilà ce qui est en train de se passer en France et dans plein de pays du monde. Et voilà ce sur quoi d'ailleurs on n'a même plus le droit de lutter. Comme vous. Et vous savez, les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Your problem is not technology. The problem is you. I cannot change your nature. You treat the world as you treat each other. C'est-à-dire qu'il y a heureusement qu'Elon Musk a fait la pub pour un film qui posait juste la question « Qu'est-ce qu'être une femme ?» Mais la vie du réalisateur a été menacée, enfin tout a été menacé, et ce film était censuré de toutes les plateformes. Il avait même été censuré à l'origine de Twitter, pour vous dire, et c'est Elon Musk qui a dit « Non, ça contrevient pas du tout aux règles, et d'ailleurs je vais le mettre en avant ». C'est pour vous dire que ces règles et cette volonté LGBT est de plus en plus forte, à tel point que c'est mis en avant, si vous regardez les panneaux publicitaires dans la ville de Paris, les annonceurs mettent ça en avant, la ville de Paris met ça en avant, les grands groupes internationaux mettent ça en avant. Larry Fink, le patron de BlackRock, dit que sa société s'engage dans cette direction. You have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team. Et s'il le faut, elle sera coercitive, c'est-à-dire que si les boîtes ne montrent pas en fait un engagement fort et déterminé pour la cause LGBT+, ils pourraient retirer leurs investissements avec tout ce que ça peut vouloir dire. Mais le drapeau a été jusqu'à être mis sur la façade de la Maison Blanche, alors même que sur la façade de la Maison Blanche, il n'y a pas au moment de Pâques ou de Noël ou autre de décoration particulière pour souhaiter un joyeux Noël ou pour souhaiter d'autres fêtes, d'autres religions. Donc on voit bien que tout ça c'est grave. On sent aussi, et ça c'est vraiment important avec cet exercice de la photo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, juste l'idée qu'on puisse discuter de choses comme ça et de sujets comme ça les effraie. Donc la photo, les symboles de la photo les amusent, mais si on en tire une conclusion qui sort du politiquement correct, ça les effraie. On a beau mettre les preuves devant les yeux, c'est pire. Donc là, c'est vadere retro satanas, c'est-à-dire que vous devenez, entre guillemets, le mal, osez
parler du mal, c'est être le mal. Hein. C'est comme quelqu'un qui irait dénoncer un certain type d'acte en ayant des photos qui démontent l'acte et qui va dire mais vous avez ce genre de photos avec vous, donc pour l'instant c'est vous qui êtes coupable de détention. Donc les gens qui savent plus distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire qu'à la télé, on nous a tellement dit d'absurdités sur protégez-vous, protégez-nous, ne prenez pas votre café autrement que debout quelque temps, n'allez pas sur les plages sans masque, les gens qui se baignaient avec un masque, enfin, mais tout ça c'était surréaliste. Enfin, il y a des images de boîtes qui investissaient dans des espèces de systèmes de cloches pour pouvoir réouvrir plus tôt leur restaurant, ou quand la personne se mettrait à sa table, elle serait sur une cloche avec un espèce d'aspirateur d'air pour que les gens soient, entre guillemets, dans une espèce de bulle dans laquelle ils pouvaient être malades sans partager. Mais après, les plats, les assiettes, tout ça, ça repartait au même endroit, ça revenait avec les mêmes mains, enfin, bref, tout ça, c'était ridicule. Ça crée une espèce de paranoïa, et la paranoïa en fait empêche la réflexion, empêche aux gens d'assurer leur libre arbitre, et d'ailleurs ils confient entre guillemets la gestion de leur vie à l'autorité qui pense compétente. Quasiment dans du 1000 grammes, au point d'ailleurs d'être prêt à faire du mal et à faire souffrir ceux qui vous entourent, hein, puisque les parents, les professeurs, n'hésitez pas à mettre les jeunes enfants dans des carrés dans les cours, pas s'approcher, pas faire de sport, pas pouvoir socialiser, etc. Ou les jeunes ne pas pouvoir aller en boîte, ne pas pouvoir tomber amoureux, ne pas pouvoir sans avoir l'impression que si j'embrasse cette fille et que en fait elle était contagieuse et qu'elle me rend contagieuse et que je contamine mes parents qui contaminent leurs parents ou leurs employés ou leurs machins, etc. Enfin, vous imaginez la paranoïa permanente. Et maintenant, on découvre que les statistiques, elles étaient fausses, que tous les chiffres étaient mensongers, et tous les gens qui osent le dire, qui osent se battre contre ça, quand ils sont médecins ou autres, ils perdent leur job. Ceux qui ont essayé de soigner, etc., comme le docteur Gates, qui ne peut plus exercer la médecine, les suspendus qui sont toujours suspendus malgré l'évolution de la loi, etc. Enfin, on nage dans l'irrationnel, dans le délire. L'intelligence artificielle d'ailleurs, et qui devient tellement forte qu'il y a des gens qui tombent amoureux d'intelligence artificielle ou qui s'amusent avec d'autres personnes sur des sites de rencontres ou tout type de sites qui même maintenant peut créer des pubs, peut créer des programmes pour casser des codes et pour aller dans des messageries, etc. Et avec l'informatique quantique et la capacité de l'intelligence artificielle de faire des programmes spécifiques pour l'intelligence quantique, je crois qu'on est là aussi dans ce domaine très très loin d'imaginer ce qui peut se passer, d'où l'intérêt d'avoir en tête le djihad de Butler, c'est-à-dire arrêter d'investir dans des machines de type cybernétique, de type intelligence artificielle, qui peuvent nuire à l'humanité. Mais dans une époque woke, dans une époque transhumaniste, dans une époque Great Reset, etc., évidemment, dire ça, c'est compliqué. Mais plus vous serez nombreux à partager, à écouter ces capsules, plus on aura de chances de s'en sortir. Donc on est dans une époque où tout est inversé, où les gens subissent une véritable castration de leur libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a peur de penser, on a peur d'exprimer notre pensée, et puis souvent on est en cours d'argument par rapport à des gens qui soulèvent l'argument scientifique. Quoi, vous êtes contre la science? Quoi, vous êtes pour un dictateur? Quoi, vous êtes pour un pays qui bombarde des innocents et qui a fait la guerre? Parce qu'en fait, ils ont des arguments simples, alors qu'évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Et leurs arguments, d'un seul coup, quand on sort de cette espèce de simplicité, on démontre à quel point ils sont fallacieux. Non, ce n'était pas la science.
c'était une science truquée, c'était une science trafiquée, c'était une pseudo-science de circonstance. Et on le sait, et c'est démontré de plus en plus. Et il y a des effets secondaires, et il y a des conséquences sur les hausses de mortalité qui ne sont pas expliquées et explicables. Et on a l'exemple visible de tous de ces sportifs qui tombent comme ça, sans aucune raison. Alors si le stress, le climat, la mauvaise ambiance, la Russie, les complotistes, parce qu'évidemment, à un moment ou un autre, les complotistes soulèvent des problèmes. Donc, vous voyez la dialectique qui s'installe, entre guillemets. La vérité deviendrait un virus dangereux. Et évidemment, la vérité inversée, c'est le mensonge. Donc, ces gens qui mentent et qui ne savent pas ce qu'ils disent sont des gens qui sont dangereux. Et je parlais de castration. Castration, c'est parfois également physique. Donc on vit une époque de tous les dangers. Il y a les dangers qui sont palpables, le génie génétique et la biologie militaire est aussi transgénique. Donc j'ai parlé des armes biologiques, ces biolabs, les fameux biolabs, et tout ce que les Russes en sortent. Et ils en parlent au fur et à mesure, et la nécessité de faire une enquête de l'ONU pour comprendre ce qui se passait en Chine, ce qui se passait et ce qui se passe actuellement en Ukraine, et ce qui s'est passé dans tous les pays, et également aux États-Unis, parce qu'il y a vraisemblablement des choses qui se passent là-bas, le transgénique avec la nourriture, évidemment, les insectes, mais les insectes qu'on va manger, et également les insectes, les moustiques ou autres qui sont libérés dans la nature, soi-disant pour notre bien. Le nucléaire, surtout militaire, puisqu'on est quand même dans une confrontation assez nette entre deux grandes puissances nucléaires, pour l'instant, surtout. Donc les États-Unis face à la Russie. Les États-Unis ont l'air de s'être calmés un peu du côté de Taïwan. En réalité, ils s'intéressent quand même surtout à la Russie. Dire pour la Chine, c'est... je sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose qui sonne faux et on voit... Voilà, la Chine peut-être est beaucoup plus souple sur énormément de questions que la Russie. Mais ça change, comme je l'ai dit dans de nombreuses capsules avec Xi Jinping, qui est véritablement quelqu'un qui peut avancer main dans la main avec Vladimir Poutine. Qui pourra, si Donald Trump était réélu, vraiment s'entendre et discuter avec lui, entre chefs d'État qui veulent défendre les intérêts de leur pays. Je rappelle que Donald Trump est un patriote, c'est quelqu'un qui s'intéresse avant tout aux États-Unis. Comme Vladimir Poutine s'intéresse avant tout au destin de la Russie. Et évidemment, en le faisant,
il nous donne une chance à tous. Et on voit bien que d'ailleurs, au sein des BRICS et en Afrique, il y a énormément de pays qui voient dans l'attitude de la Russie une opportunité de sortir des griffes de cette espèce de colonialisme, comme je disais, 2.0 de l'Occident. Évidemment que Xi Jinping aide, il a aidé sur le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui recommence à discuter, et maintenant la Syrie qui est revenue là-dedans. Il va vraisemblablement aider à résoudre, puisque ça a été fait aussi grâce à l'aide de Ben Salman en Arabie Saoudite, qui s'intéresse aussi au destin de son propre pays, qui doit arrêter, selon lui, d'être complètement dépendant du dollar et des Américains pour les pétrodollars, pour la manne du pétrole, et qui doit sortir de ce système. Et on sait que dans les années 2017, d'ailleurs, qui est une période très importante, le Ben Salman a véritablement, il y a eu une guerre au sein de la famille que Ben Salman a gagné. On a tous les épisodes du journaliste, la Turquie, etc. Donc tout ça faisait partie d'une guerre qui semble avoir gagné. Et on voit d'ailleurs que la dernière fois, quand Zelensky est allé voir les représentants de la Ligue arabe, il est reparti sans rien. Et ça, c'était extrêmement symbolique puisqu'il est venu demander beaucoup de choses et il a absolument rien eu. Ni argent, ni déclaration d'intérêt, ni rien du tout. Il a parlé. Le Syrien a baissé Assad a baissé son micro pour bien montrer qu'il n'avait pas du tout envie d'écouter parce qu'évidemment, il comprend pas l'ukrainien. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc cette confrontation entre des puissances nucléaires, hein, des armes que possèdent les deux pays peuvent détruire l'intégralité de la Terre, mais la France aussi peut faire parler, entre guillemets, le nucléaire. Notre président, notre cher président. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Notre cher président, les maladies créées par l'homme contre lui-même, donc ça c'est un peu lié au génie génétique, mais également il y a des maladies naturelles hein, qui peuvent apparaître, on n'est pas responsable de tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui disent « Oh là là, le réchauffement climatique, c'est une catastrophe parce qu'il y a peut-être perdu dans les glaces des maladies qui pourraient sortir. Donc c'est pour ça qu'il faudrait éviter le réchauffement climatique également. » Mais ça pourrait donner une bonne excuse pour libérer un virus qui serait beaucoup plus mortel que le précédent et mettre ça sur le dos du climat. La destruction des écosystèmes pour des profits à court terme. On sait que la fracturation des roches pour les gaz de roche-mère, c'est pas quelque chose qui est bon pour les nappes phréatiques et ça aura des conséquences à long terme. D'ailleurs, ça peut avoir des conséquences géologiques, mais ça peut avoir des conséquences sismiques et autres. On ne sait pas, hein, à un moment, à force de faire exploser pour fracturer la roche, il peut se passer des choses. La surpêche, la surexploitation des sols, la destruction des habitats des animaux, déforestation, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont évidemment des enjeux graves, hein, la pollution des océans, la pollution de l'air. En revanche, sur le climat, c'est vraiment un autre débat, le réchauffement climatique et le mythe d'augmenter ou baisser la température. Quand on voit l'impact de volcans, d'immenses feux de forêt, ou tout simplement du soleil et de notre position par rapport à des cycles centenaires ou millénaires par rapport au soleil, il faut arrêter, il faut être un peu modeste sur notre manière de dire les choses par rapport à ce qui se passe sur notre planète, hein, parce que elle est quand même véritablement influencée aussi par ce qui se passe
autour d'elle, et on voit qu'à l'échelle géologique, mais même à l'échelle du carottage glaciaire, il y a eu des périodes très froides et très chaudes, à un moment où personne ne se déplaçait avec une voiture particulière, avec un moteur essence ou gasoil. Le corollaire de l'éolien, on voit de plus en plus des scandales apparaître avec l'éolien. C'est quelque chose d'absolument débile. Même le Danemark, qui était un pays à la pointe de l'éolien, est en train de déclarer qu'il fait un peu marche arrière avec son île d'éolien qui était censé être équivalent à des centrales nucléaires. Le tout électrique, mais en fait le tout électrique c'était une manière de se préparer un peu à cette confrontation contre la Russie et se passer de leur gaz, c'est ça qui va dans cette direction. On peut se demander si les explosions d'immeubles où on accuse immédiatement le gaz alors qu'il n'y avait pas le gaz dans l'immeuble en question, enfin il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. L'alimentation industrielle, il n'y a qu'à regarder l'aile ou la cuisse et repenser à la vache folle, mais c'est encore pire aujourd'hui. Évidemment, les insectes et puis tout ce qui est bête élevé dans l'insalubrité totale et irrationnelle. Il y a souvent des reportages caméra cachée qui montrent que si on regarde la chaîne logistique depuis la naissance jusqu'à la mort et le conditionnement de ce qu'on mange, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, et c'est terrible parce que malheureusement de plus en plus de personnes avec l'inflation doivent se rabattre sur les produits pas très chers qui sont de vraiment faible qualité, à la fois nutritive et dangereux, ce qui explique d'ailleurs l'obésité incroyable aux États-Unis. Il y a une anecdote, je ne sais plus qui publiait un extrait d'une vidéo en Russie où après le coup d'État raté, des étudiants et des étudiantes russes chantaient vive la Russie, vive Poutine, etc. Et en fait, ils étaient tous vraiment beaux, souriants, sympathiques, sautillants. Et la personne disait, mais on n'aurait jamais pu faire ça aux États-Unis parce qu'il y a trop d'obésité, entre guillemets. Donc, alors, rien évidemment contre l'obésité, mais cette manière aussi de faire du prosélytisme dans cette direction, alors que un des principaux problèmes, c'est l'alimentation de merde. C'est des problèmes de gras, des mauvais gras, c'est trop de sucre, etc. Enfin, c'est délirant tout ce qu'on mange. Et puis parfois, vous savez, vous prenez des tchèques ou des trucs de fruits et de légumes, mais ils ont été faits avec plein d'engrais, avec plein de trucs dégueulasses. La plupart du temps, c'est pas lavé. Les oranges que vous avez dans les machines, si vous saviez tous les produits qu'il y a dans l'orange, et le jus d'orange lave l'orange que vous buvez, vous savez, elles arrivent de caisse, elles ont traversé le monde entier, vous êtes là, vous êtes super content, vous prenez un truc pour votre santé, alors que vous avez un pourcentage dedans, si c'était testé, si ces jus d'orange étaient testés, mais je crois que ce serait effrayant. Et alors l'avantage, en fait, c'est que c'est consommé tout de suite. Il y a personne qui vient, même l'eau du robinet, elle est plus testée que les oranges que vous avez dans ces conditions-là. Je voudrais pas effrayer les amateurs de tels jus, mais c'est pas véritablement sain. Évidemment, la culture woke qui conduit à détruire la famille, à créer des guerres dans des familles. C'est-à-dire que si les enfants ont envie de faire une procédure hormonale parce qu'ils sont indécis par rapport à leur sexe, etc., et que les parents refusent, enfin les parents peuvent se retrouver condamnés en prison, etc. Enfin, on est arrivé dans un délire total. C'est-à-dire que les parents n'avaient plus le droit de dire s'ils avaient envie d'injecter ou pas leurs enfants. Mais ça fait longtemps. Mais là, c'était sur un vaccin expérimental. Les parents n'avaient pas leur mot. Ou en tout cas, les deux parents, en fait, l'autorité parentale disparaissait.
y compris pour les personnes âgées. Combien de personnes âgées ont été vaccinées parfois à l'insu de leur plein gré? Enfin, on a l'anecdote de cette dame qui était la première femme vaccinée de France, et elle savait même pas ce qui allait lui arriver, ce qu'on allait lui injecter. Enfin, délire. Des choses qui sont moins palpables. C'est une véritable guerre eugénique contre les peuples. Baisse de natalité dans le monde entier. Aujourd'hui, à l'échelle du monde entier, on est à peine au-dessus de 2. Et on a des vidéos qui ressortent, etc., de personnes connues, alors je ne vais pas citer trop de noms, mais qui s'interrogent sur la réalité de la possibilité de continuer à vivre aussi nombreux sur Terre. Les mêmes personnes qui voudraient vivre des milliers d'années. C'est-à-dire qu'en fait, le cycle de la vie faisait que, en fait, l'homme, c'est un animal qui vit sur cette planète et voilà, on avait une durée de vie d'un certain type, une certaine fécondité et tout allait bien, il y avait une croissance démographique, etc. Et là, avec effectivement, pendant un certain temps, l'augmentation de l'espérance de vie, les choses sont allées beaucoup plus vite, mais qu'en apparence. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les pyramides des âges, il y a beaucoup de personnes qui s'approchent en énorme nombre dans tous les pays du monde, sauf peut-être des pays africains et des pays d'Asie ou un peu d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, mais réellement dans tous les pays du monde, vieillissement, et donc il va y avoir vraisemblablement une diminution significative de la population mondiale mécanique si on n'inverse pas la tendance. Et donc tous ces trucs sur l'âge de la retraite, etc., c'est n'importe quoi, d'autant que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de monde, y compris parmi les journalistes, mais pas que, dans plein de fonctions, dans le juridique, le droit, le conseil, etc. Et aussi, un point qui revient un peu à ce que j'avais dit au tout début de mon introduction, c'est la présence de ce que Benoît XVI appelait l'antéchrist sur Terre, et au sujet duquel j'ai déjà fait 2 longues capsules. Alors, quand j'ai écrit les notes, je m'étais dit que la capsule serait courte, elle fait déjà presque 1 heure. Voilà, je voulais dire que souvent vous me demandez ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous dire, petit 1, il faut jamais réagir à chaud face aux faits divers qui sont suralimentés par les médias qui font flamber les émotions. Et alors là, je parle d'attaques, de cambriolage, de molestage, éventuellement de meurtre et de tuerie. Donc tout ça, c'est évidemment pas des faits divers, mais quand on regarde à l'échelle du nombre de choses de ce type qui se passent par an en France et dans le monde, il y en a beaucoup. Donc pourquoi certains, à tel moment, sont suralimentés sur les médias? Pourquoi ça prend? Quel est l'objectif? C'est que déjà les médias sont contents quand il y a ça, parce qu'on est captif devant les télés, devant les écrans. Les émotions de peur et de colère se traduisent également souvent par de la violence, et ça c'est un carburant pour les médias. C'est-à-dire qu'ils vont alimenter ça, un cycle fou, parce que plus il y a de la violence, plus il y a un effet d'entraînement, etc., plus il y a un système de chaos qui se met en place, et pour les médias, ça veut dire plus de spectateurs devant les écrans durablement, donc plus de pubs. Donc ils se nourrissent de ça, et évidemment des gens qui ne veulent pas du bien de l'humanité et qui veulent avoir un peuple totalement docile sont ravis de la peur et de la colère, puisque c'est ce qui empêche souvent les gens de penser froidement et rationnellement. Mais c'était pareil avec l'épisode en Russie, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont excitées dans 2 directions extrêmes. C'était ceux qui disaient la Russie va s'effondrer, c'est fini, etc. Poutine, c'est la fin. Et ceux qui disaient non, mais Poutine, il a tout prévu, il est complice de ça. En fait, c'est un coup monté pour se débarrasser d'une 5e colonne. On voit bien que la vérité était opposée à tout ça. Elle n'était pas entre les deux, parce qu'il y a des gens qui disent « Bah ouais, mais enfin, j'avais envisagé les 2 options, on est au milieu. » Non, on n'est pas au milieu. On est sur une option qui est totalement différente, c'est-à-dire qu'on a un chef d'État en Russie qui a su transformer une situation catastrophique en...
supérieurs ont une situation qui est favorable à l'intérêt supérieur de la Russie et du peuple russe. Mais je pense qu'il a été particulièrement inquiet parce que quand une grenade arrive comme ça dégoupillée dans des moments aussi particuliers, on ne sait jamais comment ça peut se traduire. Et surtout, il a agi calmement, il a agi avec fermeté. Et on voit qu'il a eu des amis comme Loukachenko, mais tous les gens qui l'entourent, pour permettre d'une part de très vite calmer toute velléité des Occidentaux de profiter de la situation en disant attention, on vous surveille. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее. Et ça aurait des très très graves conséquences si vous essayez de profiter de cette affaire interne, dont il les soupçonne d'avoir été d'une manière ou d'une autre des acteurs. Mais on découvrira tout ça peut-être pas dans les jours qui viennent, puisque maintenant la seule certitude c'est que c'était ça la réalité, mais dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, comme pour les différentes attaques contre la Russie, à l'intérieur de la Russie, on y voit plus clair. Le deuxième point, c'est de créer autour de vous et au sein de vos réseaux sociaux des cercles d'amis, de relations avec qui discuter en vrai, et il faut vraiment rencontrer les personnes. Souvent autour d'un bon repas, il ne faut pas faire confiance à des gens qui arrivent comme ça parce que vous devenez un profil un peu important et puis qui vous disent qu'ils vont vous aider, etc. Mais en fait, c'est des gens qui essaient de vous infiltrer, de vous influencer et qui petit à petit voudraient vous avoir préparé avant un tenté, par exemple avant ce coup d'État, à prendre une position qui est totalement incongrue et qui finalement vous démonétiserait après. Parce que toutes les personnes qui se sont trompées, qui ont dit la Russie va s'écrouler ou Poutine est responsable d'un coup de montée, en fait c'est des personnes qui montrent que c'est extrêmement difficile de leur faire confiance. Mais bon, l'avantage c'est que ce sont les plus gros complotistes et les plus gros médias dans un cas comme dans l'autre. Donc les médias, de toute façon, ils vous imposent des mensonges en permanence. Et les plus gros complotistes, ça leur arrivait souvent de pas se tromper sur la pandémie, mais de se tromper sur Poutine. C'est pas grave. L'important, c'est qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils sont capables de faire machine arrière, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les grands médias où il y a rarement de la machine arrière. Mais ça veut dire surtout que dans les moments d'émotion et de peur, vous savez que certains gros comptes, en fait, réagissent parfois en dehors des fondamentaux qui devrait dicter notre manière d'analyser les choses de façon posée, de façon calme et de façon respectueuse des fondamentaux. Troisième point, et là c'est assez intéressant, c'est proposer, si vous avez des compétences, si vous avez du temps libre pour aider les gens qui ont des grands comptes, ou même si vous avez des moyens, l'envie de vous engager, vous avez des bureaux, vous avez du matériel, vous avez de la disponibilité, etc. Tout ce que vous avez qui peut aider les personnes qui s'engagent, qui se battent dans l'intérêt collectif et de façon complètement altruiste et qui donc ont besoin, peut-être encore plus que les autres, de ça parce qu'on est tous essolés, on est tous harcelés, on est tous parfois fatigués par les efforts à faire. Donc on essaie ensemble de trouver les moyens de se renforcer, on est pas mal, hein. J'essaie toujours de m'appliquer à contacter, à créer des réseaux, à tisser des maillages d'amitié et d'aide pour atteindre une certaine taille critique dans un environnement des médias, de l'information et de la recherche de la vérité qui est sans pitié, d'un côté à l'autre, hein, vraiment qui est extrêmement dur. Alors, dans cette vidéo, quelques annexes très rapides, parce que je voudrais quand même remettre des images. Donc, annexe avec la photo officielle. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là.
et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Vous allez voir, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes, et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Tous ces codes que je vous rappelle, je mettrai des liens, la photo de l'interview de TF1 d'automne 2017, juste pour vraiment vous la mettre sous les yeux, avec ce tableau d'Alechinsky où on a une espèce de Nosferatu ou une montre religieuse qui est terrible. Qui est verte en plus au-dessus de la cheminée bizarrement éclairée, etc. Enfin, beaucoup de choses, le tapis de Claude Lévesque dont je vous ai parlé, le logo des JO, véritablement, c'est un logo qui est complètement incroyable. Il y avait un logo qui avait permis à la France de gagner et qui représentait de façon stylisée la Tour Eiffel et l'année 2024. Et puis finalement, on a un logo qui ressemble plus ou moins à une pièce ou à un gif ou à un smiley ou autre, mais qui est sans âme. Vous savez, c'est un visage sans regard, un visage sans nez, un visage où la chevelure dessine à l'intérieur de ce visage vide, à part une petite bouche, mais qui est pas souriante, etc., qui forme pas de cœur, qui est inexpressive, en fait. C'est comme une toute petite bouche. Elle est ni féminine, ni masculine, ni sensuelle, ni pas sensuelle. Elle est juste quasiment absente. Et donc cette chevelure en fait qui marque une flamme également comme une trinité, en fait une flamme à 3 branches, mais c'est une trinité de feu, donc une trinité qui serait finalement assez diabolique. Et ce style en fait qui est toujours le même, c'est un espèce de style androgyne, donc c'est ni homme ni femme, parce que comme tout ça est dans un cercle, on ne sait pas si les cheveux sont longs, s'ils sont courts, si le visage, il n'y a pas d'expression dans le visage, il n'y a rien du tout. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est doré. Donc de nouveau l'or, hein, je vous rappelle sur la photo officielle, il y avait de l'or, etc. C'est un choix qui est assez bizarre. Mais aussi, ça pourrait être la terre entière, ça pourrait être un visage un peu asiatique, ça pourrait être un visage un peu amérindien, américain, européen, africain. Donc on a l'impression que c'est un espèce de visage... c'est toute l'humanité en fait qu'ils ont essayé de résumer à l'intérieur d'un visage. Donc c'est un espèce de visage global qui mélange tous les individus pour détruire la possibilité de l'individualisme. Et c'est ce que nous dit ce logo. C'est pas un logo pour nous tous, c'est un logo pour nous dire quelque chose qui est très étonnante. Et alors qu'en réalité, le message, c'est qu'en fait, il faut cultiver les différences. Il faut cultiver ce qui est fait, cette richesse de l'humanité, cette richesse de toutes les cultures, de toutes les manières de vivre, toutes les manières d'être adapté à son environnement, d'être adapté à son cadre de vie, d'avoir une histoire, d'avoir des racines, etc. Et ça, c'est véritablement important au lieu de vouloir liquéfier l'humanité dans un espèce de, comme je dis, dans un espèce de smiley. Qu'est-ce que c'est que cette manière de voir le monde? Et il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur ce logo. Je pourrais multiplier les images aussi bien récentes qu'anciennes, mais voilà. Il y a les virus indirects, et j'en ai donc un peu parlé, mais évidemment, Poutine n'a pas été partie prenante, c'est pas dans sa nature, il n'aurait pas sabordé 20 ans d'efforts à faire que tout le monde sait
toutes les personnes qui n'ont pas le cerveau lavé par la corruption des médias, des hommes politiques, des films, Netflix, etc., sur la propagande anti-russe, anti-Poutine, ses formules, c'est un dictateur, etc. Et les efforts de l'opération spéciale, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, il l'explicite, il a toujours été comme ça. Et il s'intéresse à la Russie, il s'est intéressé aux personnes âgées, il s'est intéressé à redresser l'armée, la fierté russe, les étudiants, les études, les salaires, contrôler l'inflation, créer des réserves importantes, créer des armes nouvelles pour protéger la Russie, être capable de dire non comme ils l'ont fait. Et voilà, il a su, c'est vrai, et je ferai une capsule spéciale là-dessus, et il a su, c'est vrai, s'entourer à de nombreux moments de personnes qui étaient des condamnés, qui étaient des personnes très liées, voire même des chefs de la mafia, mais pour s'opposer, pour aider la Russie à s'opposer à une mafia encore plus puissante qui venait de l'extérieur. Parfois, effectivement, Poutine a eu besoin d'être sévère, et d'ailleurs récemment, il a pu enfin mettre un homme en qui il a totale confiance, Mishustin, à la place de Medvedev, avec lequel il a eu toujours des choses compliquées, parce que Medvedev lui a été imposé dès les années 99, enfin dès 99 puis 2000, quand il a pris le pouvoir, puis quand il a été élu pour la première fois en 2020, puisqu'il a pris le pouvoir parce que Helsinki s'était désisté pour lui, et on lui avait mis, entre guillemets, Medvedev. Et on sait que toutes les choses qui se sont passées, qui n'ont pas réussi à la Russie, se sont passées pendant les années où Medvedev avait la présidence. Hein. C'est beaucoup de révolutions de couleur. C'est la chute du gouvernement libyen. C'est le début de tout ce qui s'est passé en Syrie, etc. Et c'est seulement après, quand Poutine a repris le pouvoir à la manière de Poutine, que les choses et la diplomatie et la logique russe a été véritablement à nouveau à l'honneur. Donc Poutine, j'aime bien rappeler que c'est un champion de judo, hein. Donc il transforme la force, le mal qui se projette sur lui, et il convertit en fait cette énergie dans une énergie qui va lui permettre de gagner, même s'il est peut-être parfois moins fort, moins puissant, etc. Donc Poutine, c'est un homme qui est... il peut pas changer ce qu'il est. Il est prudent. Il veut pas prendre de risques. Il a parfois du mal à trancher, donc il hésite beaucoup parce qu'il est prudent. Et le principe de prudence en médecine, c'est quelque chose d'important, et on voit qu'on n'a pas fait preuve de prudence. Donc parfois c'est difficile, il y a des gens qui vous convainquent, mais allez plus vite, prenez cette décision plus vite. Non, c'est très très important la prudence, quand les conséquences des actes, ils peuvent être graves pour l'humanité entière. La prudence n'a pas été respectée pendant la pandémie, et on voit qu'il y a des conséquences alors qu'il n'y avait aucun intérêt à aller trop vite, puisque finalement c'était beaucoup moins, enfin il n'y avait aucun intérêt. Évidemment il y avait un intérêt, puisque les gens qui ont piloté tout ça avec leurs grands cabinets de conseil internationaux, etc., savaient ce qu'ils faisaient. Et la France était un des pires. On a fait avec Louis Drélincourt une capsule il y a quelques jours, pendant laquelle il nous racontait en fait ce qui s'était passé de son point de vue en regardant le reste du monde d'Australie. Alors d'une part, en France, on nous mentait sur la difficulté en Australie, c'était pas du tout la réalité, à part dans la région de Melbourne, où c'était un peu plus dur que dans les autres régions, mais loin d'être aussi dur que ce qui était prétendu, et lui était sur place, donc il le voyait. Et surtout, il y avait beaucoup d'avantages qui étaient possibles en Australie pour éviter toutes les confrontations qu'il y a eu, suspensions et autres. Mais pas que ça, en fait, c'est que de là où il regardait, en fait, la France était véritablement le pire pays. Et qui dirige la France? Emmanuel Macron. Et vous vous rappelez de la place de Pfizer, la place de McKinsey, BlackRock, etc. Tous ces acteurs qui étaient omniprésents, et pas que pour les retraites, mais également pour la pandémie, également pour le système hospitalier, également pour tout ça. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont pas du tout normales qui se passent. Donc pour finir, patient, prudent, sage, hein, je répète, dit ce qu'il fait, explicite pourquoi il le fait, et le fait. Et donc depuis 1999, il a récupéré un pays en loc. Le pays avait été véritablement détruit par les années Helsinki, détruit
parce qu'en fait le pays avait été dépecé, comme font les Occidentaux à chaque fois qu'un pays sort d'un système politique ou sort d'un mode de vie et leur ouvre la porte en disant enfin je rentre dans l'économie de marché, etc. C'est que des trahisons, des paroles pas respectées, les pays qui sont dépecés et l'OTAN qui avance, puisque ça c'était la partie militaire qui n'a pas été respectée, puisque la Russie restait quand même une puissance nucléaire infime, et l'habilité de Poutine, ça a été de redresser tout ça, et d'ailleurs de profiter considérablement des armées Trump, où tous les efforts des États-Unis étaient focalisés pour détruire Donald Trump, ont eu beaucoup moins de velléité à regarder ce qui se passait en Russie et en Chine, et ces deux pays ont profité de cette période pour accélérer leur redressement et leur déploiement, et dès la fin du cycle Trump, ils avaient sorti des armes, ils avaient sorti des moyens, et surtout ils avaient identifié en interne les risques de cinquième colonne, les ennemis, et ils ont traité tout ou partie de ça. Alors évidemment, à l'échelle d'un pays, c'est extrêmement compliqué. Et juste pour parler de cinquième colonne, l'Afrique du Sud veut recevoir le président Poutine, mais compte tenu du mandat d'arrêt de la CPI et le fait que l'Afrique du Sud est adhérente dans la CPI, donc quand on adhère à la CPI, ça rentre dans la Constitution, et donc ils n'ont pas le temps d'ici août de faire un changement de leur Constitution pour sortir de là le fait qu'ils sont membres de la CPI. Et donc il va falloir qu'ils jonglent avec ça, ça va être très étonnant, et presque un clin d'œil, le président Macron qui voulait être invité par les BRICS, et ça aussi ça devrait être quelque chose qui inquiète tout le monde, parce que de quel pouvoir il pense disposer pour pouvoir aller là où il n'est pas invité et changer l'état d'esprit des gens. Donc évidemment ça l'inquiète, un BRICS en Afrique du Sud où il va y avoir beaucoup de pays africains qui vont être invités, qui vont découvrir l'intérêt de cette banque des BRICS et qui vont peut-être vouloir sortir du franc CFA, le franc CFA qui rapporte des fortunes directement à la France et indirectement par cette espèce de précaré qu'on a dans tous les pays franc CFA. Le mensonge du climat, alors je vous parle pas de cette petite hystérique ou des gens qui ont fait des fortunes grâce au climat. En voyageant partout et en investissant habilement dans le marché des électricités alternatives, des éoliennes, etc. D'ailleurs, pour ruiner EDF, qui à une époque était la plus grande société du monde et qui maintenant est l'ombre d'elle-même, en fait, parce qu'on a créé en Europe des sociétés qui émettent des factures, on a créé une Europe qui n'a plus de nucléaire, on a créé une Europe qui avait plus de charbon, etc. Alors maintenant, en Allemagne, d'ailleurs, ils détruisent les champs d'éoliennes pour pouvoir réouvrir leurs grosses mines de charbon. Parce qu'en fait, comme un clin d'œil, quand ils avaient fermé les mines de charbon, ils avaient dit, Allemagne 2.0 dans l'électricité, et donc on plante des champs d'éoliennes au-dessus des mines de charbon, et là, ils refont machine arrière, et ils annoncent que jusqu'à 2035, en fait, ils vont prolonger la durée de vie de leur centrale à charbon. Donc, pour dire que tout ça, c'est du pipeau, c'est pas un risque tellement urgent pour l'humanité, parce que en réalité, si c'était le cas, la Terre serait déjà recouverte d'eau, parce que depuis le temps qu'ils nous disent qu'il y a une urgence folle, tout ce qu'ils nous annoncent, ça ne s'est jamais réalisé. La seule chose qui se réalise, c'est ce que je disais tout à l'heure, la manière avec laquelle on brutalise les écosystèmes. C'est un peu comme la bombe atomique en Iran a écouté les Iraniens. Donc ça fait des années et des années qu'ils nous disent qu'elle sera là dans 6 mois. En réalité, ça permet de gagner beaucoup d'argent, ça permet de détourner l'attention, ça permet de faire un certain type de politique de la peur, et pas du tout de politique de l'intelligence, de politique du développement de relations saines, etc. Mais comme la Chine a décidé de s'intéresser à ce qui se passe entre Israël, Gaza, les pays arabes, etc., et la Chine a l'air d'être déterminée pour obtenir la paix dans cette région, et je pense que si la Chine veut le faire avec l'aide de l'Arabie Saoudite, avec l'aide de l'Iran, avec l'aide de la Russie, mais en ayant l'Europe loin de tout ça, très loin de tout ça, et surtout le président Macron et évidemment les États-Unis le plus loin possible de ça, c'est possible d'aboutir. Et je pense que l'Iran
Netanyahou qui va aller en visite en Chine, hein, et c'est pas pour rien, alors qu'il n'a pas encore été invité aux États-Unis. On peut se demander si le fait d'avoir un parti aussi à droite, aussi d'extrême droite, est pas une chance pour la paix dans cette région, parce que ce parti, s'il trouve des conditions d'une paix, ne pourra pas être soupçonné d'être un parti conciliant, entre guillemets. Et donc c'est peut-être finalement une grande chance ce qui se passe. Donc mensonge du climat, parce qu'on a bien compris que tout ça, ça vise à confisquer nos maisons, à confisquer les voitures, puisque l'idée c'est d'avoir des voitures électriques de plus en plus chères que les gens vont essayer de louer, hein, des formules à la location très avantageuses, et finalement l'impossibilité de se déplacer, mais également l'impossibilité de manger autre chose à terme que des insectes ou des légumes OGM qui sont fabriqués dans des serres hors sol où ils ne voient jamais la terre et ni la lumière naturelle. Avant l'étape soleil vert, puisque à un moment ou un autre, peut-être qu'on nous expliquera que c'est pas mal de recycler les corps humains. Il y en a qui pensent d'ailleurs grandement. Ce que je vous dis, c'est petit à petit, vous savez, c'est la petite musique commence à apparaître, et puis après, quand la petite musique apparaît, ben, elle devient grande. Alors évidemment, ils l'ont fait avec les excréments, les urines et tout ça. On nous prépare en fait à toutes ces choses-là, qui est pas un problème, hein. Je dis pas que c'est dangereux ou que c'est une mauvaise idée. Ça peut être l'urine peut être une très bonne idée. C'est juste troublant en fait, c'est qu'on nous apprend à manger des insectes, à déguster une pomme où le pommier a été arrosé avec de la pisse collectée. Tout ce que je vous dis, c'est très sérieux, hein. C'est pas du tout des trucs inventés. C'est vraiment sérieux. Système complètement dystopique dans lequel on va. Avec tout ce qui est virtuel, et puis nous faire accepter des choses complètement inacceptables, l'euthanasie, on utilise tous les types de mots, l'avortement de plus en plus tard, les dérèglements hormonaux, enfin franchement c'est délirant. C'est délirant et on n'a plus aucun bon sens, on se rappelle plus ce que c'est que d'être un humain, etc. Tout ça, ça va très vite, ça va trop loin. Aussi, l'objectif, évidemment, c'est de nous concentrer tous dans des villes immenses où il est hyper facile de nous surveiller et de nous rendre totalement dépendants. C'est-à-dire que si vous vivez dans une maison à la campagne, avec un puits, avec un jardin, avec des potagers, avec une cave, etc., bah, vous allez pouvoir créer les conditions de votre autonomie, hein, votre indépendance. Mais si vous habitez dans une ville où vous aurez une surface réduite, où on pourra surveiller complètement votre consommation électrique, parce que vous ne pourrez pas vous rendre indépendant en ayant un petit moulin à vent privé qui vous permet d'avoir une citerne à eau remplie directement, des bouteilles à gaz, une forme d'autonomie avec une centrale électrique à vous, enfin pour éviter les compteurs Linky et tous ces systèmes en fait qui permettent de savoir exactement ce qui se passe chez vous. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre de la fibre optique partout? Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre cette toile qui fait qu'en fait on est tous quasiment dans des conditions d'avoir bientôt ces lunettes devant les yeux. On arrive chez soi pour ceux qui auront eu un travail où ils doivent se déplacer ailleurs que chez eux, et on passera notre vie avec une paille sous perfusion devant des écrans, et puis après finalement on sera dans un monde à la Matrix. Et il y a plein de projets de films, etc., que je suis impatient de découvrir et qui s'intéressent à ce sujet. Donc c'est nous rendre totalement dépendants de tout. Alors identité numérique, monnaie numérique, portefeuille médical, enfin tout. Donc est facile à réprimer, facile à effacer. Donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors il faut évidemment bien savoir que tout ce que je dis est extrêmement documenté. Je vais essayer d'avoir le courage d'intégrer un certain nombre d'images pour illustrer ou pas, parce qu'en général vous me dites que les vidéos sont suffisantes comme ça. J'en mettrai quand même au moins une quinzaine.
J'ai l'impression que les pays occidentaux quand même sont relativement unis, en tout cas les chefs d'État. Il y a un plan, il y a un livre qui a été hyper influent, hein, le livre Great Reset de Schwab, qui a été manifestement lu par tous les dirigeants du monde. Il y a les réunions internationales, les réunions de groupes, Bilderberg, tous ces clubs très privés, très secrets, etc. Ces sociétés secrètes qui étaient critiquées largement par Kennedy et qui pourraient lui avoir coûté la vie. Hein. On voit que c'est très lié à la CIA. Hein. C'est des sociétés secrètes à l'intérieur de ces sociétés secrètes, ces États dans l'État, entre guillemets, qui deviennent assez vite des mafias et qui contrôlent tout. Hein. J'évoquais aussi l'influence de la NSA, du Pentagone dans beaucoup de décisions qui sont prises et qui sont difficiles à contrôler, puisqu'on voit que même un président des États-Unis en exercice, comme ça a été le cas pour Trump, finalement se retrouvait en opposition avec le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, pratiquement, c'était un délire. Donc il y a des gens qui ont un pouvoir qui est extrêmement fort, et je pense et je suis certain que notre président, à l'intérieur de cette communauté, a un rôle. On voit la manière avec laquelle Obama s'était vraiment impliqué dans la première élection, alors que évidemment il allait être élu une fois que François Fillon était éliminé. Donc il y a eu un combat, mais qui était totalement illégal. Enfin, il y avait pas, c'était déséquilibré entre guillemets contre Marine Le Pen, et un résultat 66,06. Hein, c'est presque une pirouette pour la fin de la capsule, mais on voit que c'est du délire. Donc ils savent, en tout cas certains d'entre eux, où ils veulent nous amener. Donc si on a en tête cette direction de chaos et cette direction de transhumanisme, et donc de disparition d'une grande partie de tous les inutiles, entre guillemets, comme ils aiment à dire, les sans-dents, ben on voit après toutes les décisions qui sont prises vont là-dedans. Donc la violence dans les villes, la peur, le fait de plus oser sortir de chez soi. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se dit chrétien et qui attaque des bébés dans un parc, les conséquences, c'est que les mamans ont moins envie d'aller dans les parcs. Donc les bébés s'oxygènent moins, les gens sont de plus en plus enfermés chez eux, etc. Avec tout ce que ça veut dire, parce qu'il y a une peur permanente qui est entretenue, entre guillemets. Et tout ça ne peut être que voulu. Évidemment, ces gens ne négligent aucune étape. Hein. Ils mettent en place les applications anti-Covid qui sont réutilisées après pour être une base à plus grande échelle, puisque c'était un espèce de test à l'échelle mondiale, hein, qui était à l'échelle mondiale surtout pour les PCR. Les logiciels qui sont préparés, les taxes, les nouvelles lois, la censure. Parce que dans ce chaos qui se passe, dans lequel on est tous préoccupés à regarder ce qui se passe sur tous les fronts, mais il continue tranquillou. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des personnes qui alimentent le conflit au niveau des retraites, mais sachant qu'ils savent très bien qu'ils vont aller au bout. Mais pendant ce temps-là, ils ont des équipes, des consultants, des cabinets de lobbying qui préparent toutes les lois suivantes. Et on est tellement fatigué, on est tellement esseulé d'avoir essayé de se battre contre les retraites qu'en fait, tout le reste, on est carotté un par un de toutes ces lois qui arrivent, parfois en urgence, parfois discrètement la nuit, quand il y a moins de députés, quand il y a des personnes réalisent « Merde, j'avais pas lu tout ça », parce que comment vous pouvez lire les milliers, les dizaines de milliers de pages qui arrivent en permanence, si en plus vous essayez de vous occuper des gens de votre département, et puis vous occupez de l'autre campagne, et puis vous occupez de toutes les difficultés que les gens vivent en ce moment, partout, de toutes les questions, de toute la rage, ouais, il y a la rage en ce moment dans le pays. Mais bon, moi j'insiste, et ça va être mes mots de la fin, il y a quand même énormément, alors j'avais pas fini juste, censure, coercition, les dettes, l'inflation, les dévaluations monétaires, les caméras, les faits divers, les manipulations sur les cours des bitcoins qui peuvent à tout moment monter, disparaître, enfin on voit que tout ça c'est fait pour créer un doute. Binance maintenant qui est
dans la ligne de mire des Américains, mais pas que, les manipulations sur l'or, manipulations sur l'argent. En fait, rien n'est vrai, tout est truqué. Les cours de bourse qui sont délirants, alors que des boîtes, évidemment, ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est tout cet argent magique qui a été créé et qui a été injecté dans l'économie, parce que tout ça, à la fin, c'est des histoires de pouvoir et de monnaie, sauf que, et je rappelle toujours Benoît XVI et ce que je commence à voir dans les photos et dans les faits et dans les actes pour avoir passé, il y a cette notion de mal absolu. Le président Poutine en parle, bien contre le mal, beaucoup commencent à en parler. Je sais que c'est très étonnant, c'est très perturbant, mais il y a véritablement une idée en ce moment de mal absolu, d'antéchrist. Donc on est beaucoup, de plus en plus nombreux à observer ce qui se passe, à voir le mal qui grandit, mais à vouloir le bien et à lutter pour ça. Il y a beaucoup de pays également qui se réveillent sur l'importance de la monnaie, arrêter d'avoir cette espèce de charité, mais une mauvaise charité en fait, une charité qui rend esclave. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals. We need a new financial architecture where governance, where power is not on the hands of a few people. Puisqu'on voit même pour l'Ukraine que les sommes astronomiques qui sont annoncées, évidemment, elles ne sont pas données sans contrepartie. C'est pas une générosité, c'est pas un altruisme. Évidemment, c'est un investissement, comme disait Lindsey Graham, mais ça reste un investissement. Mais ce sont surtout essentiellement des prêts. Et souvent, comme toujours, hein, des prêts sujets d'acheter les armes, parfois à prix très fort, beaucoup plus fort que le marché. On voit bien, même aux États-Unis, il y avait un scandale, ils ont retrouvé 6 milliards parce qu'il y avait eu des surfacturations. Mais de toute façon, même ça, c'est... Mais de toute façon, tout cet argent, c'est virtuel, en fait. Et en réalité, ils veulent piquer l'argent des Russes, hein, qui, quelque part, évidemment, ça représente des sommes tellement énormes que ça intéresse les Russes de les récupérer. Mais on sent que c'est pas la préoccupation, parce que quand on est dans une guerre du bien contre le mal, hein, la préoccupation c'est la vie, la préoccupation c'est l'humanité, la préoccupation c'est la possibilité que les gens soient heureux, amoureux dans leur vie, aient envie de faire des enfants, aient envie d'avoir des projets, aient envie d'aller dans des musées, voir des belles choses, aient envie de peindre, de faire des photos, de sauter, de voir du sport, de voir des spectacles, de voir toutes les belles choses du monde, aller à la campagne, aller voir sa famille, aller voir les frères et sœurs qui ont eu des enfants, aller manger dans une ferme, aller boire un verre de lait qui sort du pied de la vache sans être inquiet, manger du vrai poisson frais qui vient de la mer sans se dire qu'il vaut mieux prendre le poisson d'élevage. Parce qu'en fait, ils réussissent petit à petit à nous donner l'impression que si vous prenez quelque chose qui vient de la nature, c'est pas bon. Que si vous voulez manger un yaourt au lait cru, c'est pas bon. Mais si c'est bon, ils veulent interdire tout ce qui est bon. À chaque fois que quelque chose est bon, les huiles essentielles, peut-être un certain nombre de médicaments, un certain nombre de choses, les vitamines naturelles, tout ça, c'est bon. Le zinc, toutes ces choses que nous donne la nature, elles sont utiles. Il faut regarder souvent dans des ménageries de zoos, etc. Ils ont fait des expériences avec des singes ou avec d'autres animaux. Quand ils ont accès à différentes plantes médicinales, entre guillemets, ils savent même prévenir. Ils sont plus jamais malades, les singes, parce qu'ils savent aller prendre un peu de telle herbe avec telle autre, avec telle... Et puis ils se protègent avant, ils se donnent les bonnes choses avant de tomber malade, etc. Parce qu'en fait, tout ça, c'est intéressant de repenser de façon préventive. Et j'avais mis, la dernière fois, j'avais parlé de cette sainte, et je remettrai à nouveau son image et couverture de livres sur vraiment le bien manger et le bien prendre soin de soi naturellement. Et alors, pas de gourou, hein, c'est un livre qui coûte quelques euros, vous le lisez, vous avez plein de conseils, etc. Elle est docteure, elle est sainte de l'Église catholique, elle est aussi docteur de l'Église, et c'est quelqu'un qui est passionnante. Beaucoup de pays donc qui se réveillent
grâce à la Russie, un peu à la Chine, l'Afrique, tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais le plus important, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est nous, à notre échelle en France, qu'on soit unis, qu'on soit posés, qu'on soit calme, qu'on essaye de coordonner nos efforts, de coordonner nos actions, de coordonner nos valeurs ajoutées les uns les autres pour les mettre en commun, parce qu'on va gagner. C'est évident, le bien va gagner, le bien va triompher, et j'insiste aussi sur l'importance de la prière. Peu importe votre foi, la prière c'est important, parce que c'est un moyen d'être en contact avec Dieu, et vous pouvez faire la prière comme vous voulez, hein. Mais surtout c'est quelque chose d'important pour soi, avec soi-même, et avec Dieu. Je dis le mot. Voilà, on a commencé à démasquer le mal, ce qui représente le mal. Il faut continuer, il faut véritablement continuer et se battre pour démasquer tout ce qui est mal, tout ce qui est nuisible, tout ce qui est dangereux. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo. Je pensais pas du tout qu'elle serait si longue. J'espère que vous aurez envie de la partager, que vous aurez envie de la commenter, que vous aurez envie d'en parler, que vous aurez envie également de la revoir, que vous me ferez des commentaires pour me dire si vous pensez utile que j'intègre à l'intérieur des images, etc., que je fasse une autre version de cette vidéo. Je pense que je vais essayer de le faire, et je mettrai la vidéo en ligne demain. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui m'encourageaient, qui me soutenaient par vos encouragements depuis que je me suis lancé dans cette aventure de chaîne YouTube il y a quelques mois. En fait, j'ai dû faire ma première vidéo il y a 3-4 mois. Avant, je mettais en ligne des interviews radio pour que vous puissiez les entendre et pour pas qu'elles soient perdues. Et puis bon, ma chaîne Twitter depuis maintenant presque 1 an et demi, où j'ai investi beaucoup de temps et d'efforts, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc je vous remercie, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. C'est important parce que c'est ce qui permet à la vidéo d'être vue, et c'est pour moi une source d'énergie pour faire tout ce travail. Voilà, merci, à bientôt.